Ok, allez, on y va pour cette nouvelle démonstration et là on va avoir droit à une simulation d'attaque avec Julien Biochon de la société Cyber-Reason. Allô, oui. Bonjour à tous, merci d'être présents, vous êtes nombreux, c'est génial. Je vais vous présenter donc une simulation d'attaque et du coup je vais être assez bref dans la présentation de la société puisque je vais tenir juste le temps nécessaire. Juste pour rapidement vous présenter donc quand même la société, on est une société donc à l'origine israélienne mais qui a son siège social désormais à Boston, créée en 2012, 2 ans et demi de développement de produits, sorti donc en 2014. On est à la base d'une technologie 2DR qui a évolué au fil du temps comme vous pouvez le voir à l'écran, sur une notion plus antivirus, endpoint protection, next-gen antivirus. L'idée en fait, et la philosophie de Cyber-Reason, c'est de fournir une solution qui va, autant que faire se peut, prévenir les attaques, pour surtout supprimer le bruit, on va dire, et surtout être capable de détecter derrière, par le biais de la donnée brute qui va remonter dans notre base de données, qui est en fait une graph database, ce qui est un peu différent des flat databases habituelles utilisées dans d'autres solutions. Là, la grosse force de la graph database, c'est de fonctionner un peu comme un réseau neuronal sur lequel on va appliquer du machine learning. En appliquant ce machine learning, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer ce qu'on appelle un malop. Le malop, c'est une opération malicieuse. Et l'opération malicieuse qui va remonter, en fait, ça va être une alerte contextualisée, corrélée, enrichie. Toutes les informations présentes dans cette alerte vont permettre, notamment à l'analyste sécurité, de retrouver toutes les informations nécessaires, comme la timeline, etc. Je vous présenterai tout ça durant ma démo. On aura également des capacités de réponse associées, l'isolation de la machine, la suppression de clés de registre, suppression de process, etc. Et on a derrière, bien entendu, la capacité de s'interfacer globalement avec l'ensemble de l'environnement, puisque la solution est complètement ouverte au niveau des API. Donc on peut vraiment complètement piloter, configurer, effectuer du reporting directement à base d'API. Alors voilà ici pour le décor, on va dire. Ce que vous allez voir, c'est une attaque, ou plusieurs attaques même, qui va arriver notamment par du phishing. Donc c'est, on va dire, un peu un classique. Ce phishing va embarquer en fait un fichier Excel. En double-cliquant dessus, on va créer, en fait, on va s'injecter dans le process pour contourner les protections. On va notamment effectuer une élévation de privilèges pour obtenir les droits système sur la machine. Et bien sûr, après, on va effectuer un mouvement latéral, notamment avec des techniques comme PassIH, vous devez certainement connaître. Et on terminera bien sûr en supprimant les traces qu'on a pu générer éventuellement sur le système, notamment avec un ransomware. Donc une génération de ransomware basée sur du PowerShell. Alors, le scénario est relativement simple. On a un attaquant qui va utiliser des technologies open source ou en libre accès en tout cas comme Metasploit. On va avoir également 2 victimes. La première victime qui va être l'assistant de la DG, qui va servir en fait pour le rebond vers la cible finale, qui est la directrice générale de la société Acme. On a bien sûr le défenseur, qui doit gérer énormément d'alertes toute la journée. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez fatigué. Et donc pour ça, il va être aidé par la solution Cyber-Reason pour remonter de l'information et pourquoi pas prévenir si besoin est. Alors je vais passer directement à la partie démo. Voilà. Voilà, donc ce qui va se passer ici, c'est qu'on va en fait générer un reverse handler au niveau de Meterpreter pour en fait écouter toutes les communications qui vont pouvoir arriver, émanant notamment de la macro qui est intégrée dans le fichier Excel. Quand l'utilisateur va double-cliquer sur le fichier Excel, il va venir se connecter à son serveur de command control, qui est ici et que je viens de démarrer. On a donc le reverse handler qui écoute, qui va être capable de délivrer l'exploit. Et derrière, on aura donc le serveur de command control. Voilà. Le serveur de command control qui va lui se charger de délivrer le payload. Alors, on a ici
les deux victimes. La victime 1, qui est la machine de Robert. Donc Robert, il rentre de week-end, il démarre Firefox, il va sur son site préféré, je sais pas, .com. Et puis derrière, il doit quand même travailler, Robert, donc il va directement lancer sa boîte mail. Et donc Robert, son boulot, c'est de gérer également le recrutement. Okay, donc bien entendu, ce qui va se passer, c'est qu'il a reçu l'email de phishing qui a été généré et qui a ciblé quelques machines. Il va double-cliquer sur le fichier Excel. Bien entendu, c'est un très bon utilisateur, Robert. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer les macros. Voilà. Voilà, donc la macro est active. Donc si je reviens sur la partie attaqueur, vous voyez qu'en fait j'ai eu de l'activité. J'ai la machine qui s'est connectée et qui a en fait, voilà, vous voyez que le payload a été délivré et on a en fait créé une session au niveau de Meterpreter, ce qui va en fait derrière nous permettre de voir un certain nombre de choses déjà au niveau du défenseur. Au niveau du défenseur, vous voyez que là je suis sur l'écran de Cybereason, sur le dashboard. Je vais faire un refresh de l'interface pour justement voir un peu les différentes activités. Vous voyez que j'ai différents mallops qui sont apparus, donc des opérations malicieuses. Je vais prendre par exemple celui-ci, l'excel.exe justement, pour essayer un peu de comprendre ce qui s'est passé. Donc là je vais avoir une machine, un utilisateur, donc la machine à Robert, la Windows 10. Je vais avoir le excel.exe. Et puis, comme information, je vais avoir toute la partie timeline. Donc, dès le départ, je vais avoir la connexion vers le serveur de command control qui va remonter. Je vais avoir également les informations sur le process Excel qui a infecté la machine de Robert. Et ici, j'ai donc le DGA qui a été généré par la macro Excel, du fichier Excel, qui a permis en fait de retrouver le serveur de command control. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est essayer de comprendre, dans la vue du process, de comprendre en fait ce qui s'est un peu passé. Donc, je vois qu'il y a Outlook.exe qui a été lancé, très bien. Je vois que l'Outlook a lancé un Excel. Je vois également que l'Excel a généré pas mal de requêtes. Et là, c'est typiquement du DGA, d'accord. Et je vois différents types de connexions. Je vois aussi également en fait un process enfant qui s'appelle reg-srv32. Et qui est en fait un process et un exécutable natif de l'OS. Vous verrez que dans cette attaque, on ne va jamais nous-mêmes déposer un fichier extérieur à l'OS. On va uniquement utiliser des exécutables et des process natifs à Windows. D'accord ? Donc ce qui va être très intéressant ici, c'est qu'on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Et en fait, pour essayer de comprendre en fait, le cheminement de l'attaque, on est passé par Outlook. On a Excel qui a été lancé et comme je vous le disais, reg-srv32 qui a été lancé et puis derrière reg-srv32 a lui-même lancé deux autres process. Vous pouvez le voir, msbuild.exe qui est un exécutable de type .NET et bitsadmin qui permet en fait le transport en tâche de fond dans les environnements Windows. Alors, si je me déplace un peu sur les informations qu'on peut voir dans le panneau latéral, on va être capable de voir également les différents process enfants, et vous les voyez vous-même ici. On voit également que, tiens, vous vous rappelez, j'ai cliqué sur mallop, et le mallop c'était un excel.exe, et on voit qu'en fait c'est lié à un autre mallop qui est reg-srv32.exe, avec des informations de suspicion, des preuves, et ici je vais être capable de voir directement la ligne de commande de reg-srv32. Donc on voit qu'il est allé sur mon serveur Metasploit qui est en 192.168.0.108. Il a récupéré le payload et chargé une DLL malicieuse. Pour votre information, cette DLL malicieuse, ce qui est intéressant, c'est que vous verrez qu'on va s'en servir plus tard pour la partie élévation de privilèges. Si je me déplace sur un autre exécutable, un process enfant, je vais voir dans msbuild.exe qu'en fait, si je regarde la command line,
Et ben, msbuild.exe, ce qu'il a fait, c'est qu'il a chargé ce qui avait été délivré par regSRV32. Je vois également sur bitsadmin la ligne de commande qui a permis tout simplement de télécharger le payload depuis le serveur. Et vous êtes donc capable de voir tout cet enchaînement directement depuis l'interface. Alors, je vais retourner sur la machine de l'attaquant. Il y a d'autres choses à faire, bien entendu. C'est que le début. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une session. Je vais interagir en fait avec la machine de l'utilisateur, donc l'utilisateur Robert. Donc j'ai commencé mon interaction. Donc là, je suis a priori connecté sur la machine de Robert. Et ce que je vais faire pour vérifier son identité, je vais cliquer Get UID et je vais voir effectivement que je suis bien sur la machine de Robert. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de se cacher parce que msbuild.exe, lui, il n'a pas à générer de trafic. msbuild.exe, lui, en général, ne génère pas du tout de trafic. Donc on va essayer de se masquer dans un process, on va s'injecter dans un process pour derrière un process qui normalement de manière légitime peut communiquer. Typiquement, on va essayer de rechercher un browser, c'est toujours plus efficace et au moins on va pouvoir être plus ou moins masqué au niveau du système. Donc ce que je dois faire, c'est bien sûr lister l'ensemble des process disponibles sur la machine. Je regarde un petit peu, j'espère que je vais avoir quelque chose d'intéressant. Voilà, j'ai un firefox.exe, c'est parfait. Et donc ce que je vais faire, je vais demander au niveau de mes interpréteurs de migrer vers le process Firefox. Voilà. Et donc à ce niveau-là, voilà, donc je migre du process 5248 vers le process 6796. Très bien, normalement, voilà, c'est fait. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la machine, dans la vue de l'analyste, pour voir si potentiellement je vais avoir un nouvel élément dans la partie malop en l'occurrence. Okay. Donc voilà, donc, il n'est pas encore apparu, il va arriver dans 2 secondes. En général, il faut attendre 5 petites secondes pour que ça apparaisse. Ce qui va arriver, donc, c'est une injection, vous allez le voir dans 2 petites secondes. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'après, je vais justement effectuer une analyse de l'environnement pour vérifier si je peux me déplacer de manière latérale et aller justement atteindre ma cible finale, hein, qui est ni plus ni moins que la directrice générale de l'entreprise. Normalement, ça devrait être bon à ce niveau-là. Effet démo. Peu importe, je vais continuer, je reviendrai après. Et donc derrière, ce qu'on va effectuer, donc la fameuse analyse de l'environnement, la phase de reconnaissance tout simplement, où je vais derrière effectuer un scan NetBIOS tout simplement. Donc je vais appeler un script. Hop. Hop. Et je vais regarder dans l'environnement un poste qui pourrait m'intéresser. Alors évidemment, pour les besoins de la démo, je sais déjà que j'ai une autre machine qui s'appelle Mariar-CEO. Et donc là, je connais désormais ma cible. Alors, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est obtenir des privilèges nécessaires pour derrière effectuer mon mouvement latéral. Là, je suis uniquement avec l'utilisateur Robert. Et l'utilisateur Robert, c'est un simple utilisateur. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est reconnaître le système pour savoir s'il n'y aurait pas une éventuelle faille au niveau de mon Windows 10 qui pourrait me permettre justement d'obtenir une élévation de privilèges. Donc là, on voit que c'est un Windows 10 avec une version de build 10586. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette version-là, je sais qu'il y a une vulnérabilité dans le planificateur de tâches qui permet en fait justement d'élever le privilège et de charger potentiellement par la suite une DLL malicieuse en passant par le process de gestion des impressions, spoolv. Bon, bien sûr, ça va nécessiter de la recherche. Pour les besoins de la démo, je suis déjà au courant, bien entendu. Donc ce qui va être intéressant, c'est de demander une élévation de privilège. Donc là, je vais mettre cette session en background et je vais effectuer une élévation de privilège
directement. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai obtenu mon élévation de privilège. J'ai une deuxième session Meterpreter qui s'est ouverte. Et donc là, je vais pouvoir commencer à faire un certain nombre de choses. Donc là, je vais retourner dans mon portail, qui normalement doit avoir récupéré les informations. Voilà. Donc avant de vous montrer ce que je viens de faire, je vais cliquer sur mon injection de tout à l'heure. Et là, on va être capable de voir ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait. C'est que j'ai pris le process msbuild.exe, je l'ai injecté dans firefox.exe. Et donc derrière, je vais être capable d'effectuer des communications pour être plus ou moins, on va dire, masqué au niveau du système. Bien sûr, il y a la timeline et bien sûr, les informations de process vont être disponibles directement et on va pouvoir donc voir l'ensemble des communications directement établies par firefox.exe. On va retourner dans la partie malop et dans la partie malop, je vois mon élévation de privilège. Donc je la vois ici directement. Je vois qu'il y a net.exe qui a été utilisé. Rappelez-vous, j'ai fait un netview en fait tout à l'heure pour reconnaître mon environnement. Et tout ce qui s'est passé, absolument tout, remonte dans l'interface. Et vous voyez qu'encore une fois, je n'ai pas utilisé de fichier extérieur, je n'ai pas utilisé de malware particulier. Je suis uniquement sur des exécutables et des process natifs de l'OS. Je vais retourner voir mon attaquant. Et donc au niveau de mon attaquant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reconnaître et voir si j'ai bien obtenu les bons droits. Voilà, donc ce qui est bonne nouvelle, donc j'ai les droits je suis un utilisateur système, et en gros là j'ai tous les droits sur la machine. Je peux faire absolument tout ce que je veux. Mais par contre, moi ce qui va m'intéresser derrière, c'est justement de créer une notion de persistance. Donc je vais me permettre d'utiliser de rajouter un utilisateur dans l'OS. Donc je rajoute un utilisateur. Alors on utilise des scripts pour éviter d'avoir à taper toutes les lignes de commande, mais c'est juste des commandes Meterpreter qui sont rajoutées. Donc là je rajoute l'utilisateur Ghost avec son mot de passe. Voilà, donc l'utilisateur a été correctement ajouté. Et ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est arriver à ma machine, à ma victime cible, c'est-à-dire la directrice générale de la société. Pour ça, j'ai plusieurs solutions. Et je vais choisir la solution de récupération des hashes du mot de passe sur la machine. Pour tout vous montrer, on va lancer un script qui s'appelle hashdump. Donc on va utiliser un utilisateur de hash. Hashdump. Et en fait, ce qu'il va faire, cet utilitaire, il va utiliser l'utilitaire hashdump, comme son nom l'indique, pour aller effectuer un dump de toute la base SAM en fait, de la machine. Et ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de sociétés, pour générer des masters, pour déployer les machines, on utilise souvent toujours le même compte. Ça peut être administrator, quand c'est pas très propre, ça peut être un compte spécifique, mais dans tous les cas, si on doit installer quelque chose, on devra avoir des droits sur le système. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a fort à parier que l'administrateur local, il ait exactement le même mot de passe sur l'ensemble du réseau. D'accord ? Donc potentiellement, je vais pouvoir m'en servir pour effectuer mon mouvement latéral. Alors, j'ai récupéré les dumps. Alors, j'aurais pu utiliser également Mimikatz, qui est un très bon utilitaire pour faire ce genre d'opération. J'aurais pu également récupérer le hash et essayer de récupérer le mot de passe en partant du hash. Moi, ce que je vais plutôt faire, c'est utiliser un mécanisme qui s'appelle pass-the-hash, qui est assez connu, et qui permet justement de se connecter sur une machine en utilisant les hashes, notamment du compte administrateur. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que avant de quitter cette session, je vais générer, en fait, je vais modifier la table de routage de la machine, pour rajouter en fait une route, et obliger en fait la machine victime 2 à retransiter par la machine victime 1 pour récupérer toutes les informations qui transitent depuis cette machine. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, ce que je vais faire, donc je vais partir en background. Voilà, je vais laisser active la session 2, mais dans tous les cas, je vais générer autre chose. Je vais effectuer mon attaque. Ouah, raté. Voilà. Mauvaise manip, en espérant que ça casse pas tout. Je suis en background et je vais lancer mon pass-the-hash.
Voilà. Je croise les doigts pour que ma fausse manip préalable n'ait pas tout cassé. A priori, il se passe quelque chose. Voilà. Donc je suis bien, a priori, là, connecté sur... bon, j'ai pas tout cassé, j'ai de la chance. Je suis bien connecté... Désolé pour la couleur. Je suis bien connecté sur la machine. Il n'y a pas encore de session de créer parce que regardez bien ce qui va se passer. En fait, on va rejouer l'attaque du début. Et dès l'instant que mon command control aura délivré le payload, il y a une nouvelle session qui va se créer dans mon interpréteur. Et dès l'instant que la session aura été créée, je vais pouvoir également normalement interagir. Voilà, c'est fait. Donc la session 3 vient d'être créée. Potentiellement, je peux interagir. Je vais rapidement repartir dans mes mallops. Petit refresh. Voilà. Et j'ai notamment ma notion de pass IH. Donc on voit qu'il y a mon fameux runDLL32 qui est donc qui intègre notamment la vulnérabilité qui a été utilisée. Et je vois qu'en fait j'ai réussi à atteindre le poste de l'ADG et que j'ai le compte système sur la machine distante. Donc comme ça j'ai tout le cheminement de l'attaque, j'ai la timeline bien sûr systématiquement. Donc là ce que je vais faire, je vais retourner sur l'écran de l'attaquant puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps je vais pouvoir me balader. Donc je vais créer une session, je vais interagir avec la session numéro 3. Voilà. Et normalement, je vais vérifier mon identité sur la machine en question. Voilà, j'ai toujours les droits système, c'est parfait. Je vais regarder, je vais essayer de récupérer les informations sur le système. Voilà, je suis bien sur le poste de Maria, la DG. Après, je peux un peu tout faire, hein. Je peux récupérer de l'information, je peux me balader bien sûr dans l'arborescence. Voilà. Je peux lister les répertoires, filtrer de la donnée autant que je veux. Et une fois que c'est fait, comme je suis quelqu'un de très sympa, je vais effacer mes traces. Et la meilleure manière d'effacer les traces, c'est de générer un malware, un ransomware sur la machine victime pour brouiller les pistes, pour induire en erreur les équipes d'investigation sur une potentielle infection de ransomware. Et le ransomware en question, encore une fois, n'utilise que PowerShell. Donc encore une fois, j'ai rien ramené de l'extérieur. J'utilise PowerShell pour crypter l'intégralité de la machine. Alors vous voyez que là, le script il est arrêté. Parce qu'en fait, l'agent CyberReason qui est sur la machine, il est en mode détection depuis tout à l'heure. Bien sûr, en mode prévention, on peut bloquer tout ça. Mais ce qui va être intéressant, c'est justement de voir que sur la machine et au niveau des mallops qui vont remonter, on va avoir des informations ransomware qui vont apparaître ici. J'espère que ça va apparaître tout de suite. Voilà, j'ai mon ransomware qui est arrivé ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur la partie ransomware, donc bien sûr, vous avez toute la description de ce que le ransomware fait, comment il est arrivé, la timeline. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la partie réponse, parce que pour n'importe quel mallop, vous pouvez directement répondre, isoler la machine, vous connecter en PowerShell, effectuer une réponse particulière, tuer le process, mettre en quarantaine. Et derrière, vous pouvez, pour la partie ransomware, cliquer sur Unsuspend. D'accord ? Donc le process est suspendu sur la machine. Normalement, on devrait le voir. Alors, je vais essayer de changer. Voilà. Donc, sur la machine victime, on est ici. Donc, le process, là, il a été suspendu. J'ai un petit pop-up d'alerte. Et donc, ce que je peux dire derrière, c'est, tiens, on va cliquer sur Unsuspend. Et là, donc, j'ai permis au ransomware de poursuivre. Et si je vais sur mon attaqueur, je vois que voilà. Comme depuis la console, j'ai autorisé le ransomware à poursuivre son exécution, il affecte la machine. Alors bien entendu en environnement de prod, ça m'étonnerait qu'on utilise ça, mais on peut avoir besoin de le faire de temps en temps, mais au moins l'intérêt c'est de pouvoir voir que l'interaction entre la console et l'agent, c'est du temps réel. Il n'y a pas de latence, il n'y a pas 5, 10, 15, 20 minutes de latence, c'est du temps réel et qu'on contrôle et qu'on voit absolument tout ce qui se passe directement depuis la console. D'accord ? Puis là, ma machine est en train d'être chiffrée. Ok. Au niveau du temps, je suis bon. Il reste 2 minutes. 2 minutes, c'est parfait. Donc au niveau des informations qu'on va être capable de retrouver au niveau du mallop,
on va pouvoir se balader un peu et regarder un peu comment fonctionne la partie notamment investigation. Je peux très bien en fait revenir sur l'attaque du début, demander à voir toute la partie process, voir les command lines, tout ça, vous verrez tout ça apparaître. Et il y a une notion d'investigation qui est très importante chez Cybereason. Vous n'êtes pas obligé de connaître de la ligne de commande par cœur. Tout est graphique, vous le voyez apparaître ici directement. Vous pouvez créer vos propres investigations, demander à voir par exemple quelles sont les machines qui utilisent des process, qui se connectent vers une adresse IP distante. Je clique sur Get Result et j'ai le résultat instantanément. Je vous rappelle que c'est la Graph Database, donc c'est très rapide. Le nombre de requêtes qu'on peut supporter est énorme et vous pouvez donc également pivoter sur les vues. Là j'ai la vue d'adresse distante, je peux également demander à voir les vues par machine. Et là j'ai différentes machines qui ont effectué des communications en utilisant des process, donc des communications vers des machines distantes. Je peux rentrer dans le détail, voir notamment toutes les informations qui concernent la machine. Ok, donc j'ai tout un peu tout le curriculum on va dire de la machine. Je peux également demander à voir les machines qui disposent de Mallop, c'est également une possibilité. Voilà, vous voyez que le système de filtre est très simple. Et mauvais exemple, process Mallop, pardon. Hop, process. Voilà. Mallop. Et là, je vais demander à afficher tous les process qui ont connu des opérations malicieuses. Et donc tout ça, je vais être capable de le voir, de le lire directement ici, mais également, si vous récupérez l'URL qui se trouve ici, et comme je vous le disais tout à l'heure, l'interface ne fait que du requêtage API. Donc là, ici, vous avez votre requête API qui est prête. Donc si vous avez des compétences en développement ou des équipes qui sont capables de le faire, vous pouvez demander à récupérer cette vue-là, mais directement en API pour l'intégrer dans n'importe quel système. Et quand je parle d'intégration, sachez qu'on a intégré avec les Splunk, avec du Demisto, avec du Phantom Cyber, etc. Donc on a des intégrations également natives qui permettent de remonter toutes ces informations directement dans différents systèmes tiers. Voilà. J'en ai terminé avec la démonstration, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup. Julien Biochon, peut-être il y a une question. On a un peu dépassé, donc s'il y en a une, j'en prends une. Sinon, on peut applaudir Julien pour sa présentation et sa démo.